Je rêve d'écrire un livre qui s'appellerait La vie exemplaire de Claude Monet, car il ne me semble pas qu'on puisse imaginer un être plus parfait que lui. Son existence fut pure d'un bout à l'autre. Claude Monet pouvait se vanter de n'avoir jamais fait, ni dans sa vie privée, ni dans son art, une chose qui fût répréhensible. Je dis qu'il pouvait s'en vanter, mais vous pensez bien qu'il ne s'en vantait pas. Monet ne se vantait de rien. Ce qui différencie cet homme de la plupart des humains que j'ai jusqu'ici rencontrés, c'est que les autres vous donnent des conseils, tandis que Claude Monet vous donnait des exemples. Sa vie d'ailleurs était la plus simple du monde. Il regardait, mangeait, fumait, marchait, buvait et écoutait. Le reste du temps, il travaillait. En somme, il ne faisait que deux choses, travailler et vivre. Il avait d'abord travaillé pour vivre, y parvenant à peine, puis il avait ensuite vécu pour travailler. Il habitait Giverny, l'hiver comme l'été, se levait avec le soleil et se couchait en même temps que lui. Il ne fermait ni les persiennes ni les rideaux des fenêtres de sa chambre, et c'étaient les premiers rayons du soleil qui le réveillaient. Sitôt levé, il mangeait une andouillette grillée, buvait un verre de vin blanc, allumait une cigarette et allait se mettre au travail. À midi, il était à table, à 2 heures de nouveau, il était devant sa toile, et lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il dînait et montait se coucher. Car il le disait lui-même, quand le soleil est couché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Claude Monet ne voyait personne et ne recevait que ses amis très intimes. D'ailleurs, si on était son ami intime. Je n'ai jamais rencontré chez lui que Clémenceau, Octave Mirbeau ou Gustave Geffroy. Il passait pour un ours, et je sais que des artistes sont venus de tous les pays du monde pour le voir et qu'ils ne l'ont pas vu. Je sais même que des peintres, par admiration pour lui, vinrent s'installer, louèrent des maisons, en construisirent même tout autour de chez lui, et je sais qu'ils n'ont jamais pu lui parler. Monet connut la misère, l'indifférence et le mépris, et il m'a dit qu'à l'âge de 47 ans, il n'avait pas encore vendu une toile plus de 50 francs. Il n'en concevait aucune amertume, mais c'est assurément de là que venait son orgueil. Devenu riche, et il n'avait qu'un mot à dire pour l'être davantage, il n'avait qu'à dire « je vends mes tableaux », Monet n'avait qu'un seul luxe, ses fleurs. Son jardin était un des plus beaux jardins du monde. Il en décidait la couleur quelques mois à l'avance. Il disait « Je veux qu'au mois de juin, tout mon jardin soit mauve, ou rouge, ou jaune. » Voici 2 tableaux de lui qu'il m'avait offerts. Le premier représente le bassin de Nymphéa qu'il avait créé, et un coup de vent sur la Loire. Il m'est arrivé de déjeuner un jour avec Rodin et Claude Monet. Au moment de passer à table, ils se sont fait des politesses. « À toi. Non, à toi. Je t'en prie. Non, passe le premier. Je n'en ferai rien. N'oublie pas que je suis de 1840. Mais moi aussi. Mais moi, je suis d'octobre. Et moi aussi. Oui, mais pardon. Moi, je suis du 15. Moi aussi. » Ils étaient nés le même jour, ces 2 grands hommes. Or, je n'imagine pas qu'un événement pareil ait jamais pu se produire dans un autre pays que le nôtre. Nous sortions de table un jour et nous étions dans son atelier quand il me dit « Figurez-vous qu'une Américaine qui était venue l'autre jour ici pour m'acheter une toile m'a demandé de lui donner en plus un de mes pinceaux. Je me demande l'intérêt que cela peut avoir. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées baroques. Vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas. Et la preuve, c'est que je vais vous en demander un aussi. Un de mes pinceaux. Oui, ça vous ennuie? Pas du tout. J'avançais la main vers une trentaine de pinceaux très usagés qui se trouvaient là, alors il m'a dit « Oh, prenez-en au moins un neuf qui puisse vous servir à quelque chose. » J'ai choisi le plus vieux. À 82 ans, Monet respirait encore la force et la santé. C'était un chêne. Il paraissait invulnérable. Comment, par où la mort allait-elle le prendre? Eh bien, elle le prit par la ruse, lâchement. Elle s'attaqua à l'organe le plus précieux de ce grand homme, à sa raison d'être, à sa raison de vivre, à ses yeux. Oui, le destin commit ce crime et troubla sa vue avant de lui fermer les yeux. Un après-midi vers 5 heures, il cessa tout à fait de voir. Alors il se coucha et désormais ne voulut plus se relever. Quelques jours plus tard, il était à l'agonie. Vaincu, il avait appelé la mort. Tenant sa promesse, Blanche Monet télégraphia à Clémenceau qui se trouvait en Vendée. Celui-ci ne perdit pas une seconde, sauta dans son auto et pendant 700 kilomètres, de Saint-Vincent-sur-Jard à Giverny, du fond de sa voiture, toute glace baissée, il ne cessa de crier à Brabant, son chauffeur, « Plus vite, plus vite, plus vite !»
Ce merveilleux vieillard voulait arriver à temps pour embrasser celui qui s'en allait. Il arriva tout juste à temps, et Monet mourut dans ses bras. Pendant 2 jours, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami. Silencieux et émouvant, il assista à la mise en bière. Mais quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel, Clémenceau le lui prit des mains. « Non, dit-il. » Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha l'un des rideaux de toile fleurie, et lui-même il encouvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix « Pas de noir pour Monet, le noir ce n'est pas une couleur. »